Thionville vote à gauche, le maire communiste sortant réélu dès le premier tour dans cette région pourtant touchée par la crise de l'acier. Biarritz à l'horizon 2000, les habitants de cette ville sont depuis aujourd'hui les premiers au monde à recevoir la télévision par fibre optique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les députés examinent depuis cet après-midi le projet de loi qui doit régir les rapports entre l'État et l'enseignement privé. Un texte présenté à l'Assemblée nationale au terme de plusieurs mois de ce que l'on a souvent comparé à une guerre de tranchées entre partisans de l'école publique et partisans de l'école privée. Entre les deux, le gouvernement qui s'est efforcé de choisir un point d'équilibre entre les convictions opposées des uns et des autres. Cela explique que d'ultimes négociations se sont apparemment poursuivies pendant le week-end. Aujourd'hui, le texte est donc soumis aux députés. L'issue du débat est pourtant sans grande surprise puisque le gouvernement a annoncé qu'il engagerait sa responsabilité sur ce vote de façon à éviter une discussion interminable. Reste maintenant à savoir quels aménagements peuvent être apportés à ce texte avant le vote et surtout de quelle marge de manœuvre bénéficie encore le ministre de l'Éducation coincé entre les partisans du privé et les plus radicaux de ses amis. Daniel Brem et Jean-Louis Le Sen sont pour nous au Palais Bourbon. Acte 1, ou plutôt son prologue. Tout le monde se met en place, la séance est annoncée pour 4 heures. À 3 heures, le Parti communiste convoque une conférence de presse. Il va plus loin que la simple opposition au projet de loi, ce projet qui ne correspond pas à ses yeux aux engagements du candidat François Mitterrand. Il en appelle directement aux électeurs du 17 juin prochain. S'il n'y a pas vote, c'est possible qu'il n'y ait pas vote, eh bien, je pense qu'il y aura un vote le 17 juin. Les députés communistes voteront, ils seront même pour certains d'entre eux candidats, et nous souhaitons qu'ils soient accompagnés dans ce vote par des millions et des millions de Français pour que le problème de l'éducation nationale, cette exigence d'avoir une grande école publique pour former les jeunes de l'an 2000, eh bien, soit un élément du vote communiste le 17 juin. Acte 2, l'opposition fait tout pour faire sortir la gauche de ses gonds. La commission spéciale n'est pas allée au bout de son travail. L'article 49, pour elle, c'est zéro. La gauche a fait application d'un principe devenu célèbre, messieurs, sur vos rangs. Les droits du Parlement, on s'assoit dessus. Alors qu'à l'extérieur de l'Assemblée, un chanteur rock déguisé en prêtre réchauffe l'atmosphère, à l'intérieur, c'est le calme plat. Si ce n'est que les socialistes répondent à ceux qui leur reprochent d'avoir accéléré la procédure. La loi Debré, déposée dans la nuit du 17 décembre, est déjà votée le 23 décembre en moins d'une semaine. Alors écoutez, messieurs, un peu de mémoire, un peu de pudeur. Monsieur le Président, passons au fond. Parmi les invités, de nombreuses personnalités, dont le chanoine Guy Berthaud. À la tribune, Alain Savary propose son école, l'école de la tolérance. Encore une fois, ce projet de loi n'est pas une atteinte à la liberté de l'enseignement. Il n'est pas non plus la pérennisation du dualisme scolaire. Il a pour objectif le rapprochement progressif des éléments trop divisés de notre système éducatif qui font obstacle à sa rénovation. En fait, le ministre a accepté 3 amendements socialistes. Il veut calmer le jeu dans ce débat qui visiblement intéresse tout le monde, mais qui utilise une procédure qui ne peut séduire aucun parlementaire, de quelque bord qu'il soit. Comme on pouvait s'y attendre, les partisans de l'école privée qui contestent le texte du projet Savary, les partisans du privé se sont mobilisés aujourd'hui. Leur mouvement avait d'ailleurs débuté dès ce week-end avec plusieurs manifestations, notamment dans l'ouest de la France. Aujourd'hui, ils sont montés à Paris où ils ont construit une école devant la tour Montparnasse. Bruno Ledreff. Tout de suite, le reportage de Bruno Ledreff sur cette école devant la tour Montparnasse. Répétition cet après-midi à Paris, avant l'opération Alerte qui mobilisera mercredi prochain l'ensemble des défenseurs de l'école privée dans toutes les préfectures et sous-préfectures du pays. Aujourd'hui, Bretons et Vendéens ont entamé la campagne pacifiquement, puisque c'est une école qu'ils ont édifiée. Presque une vraie école bâtie en 2 heures avec 16 tonnes de matériel et beaucoup de bonne volonté par un milieu de parents d'élèves, enseignants et directeurs diocésains. Ce bâtiment, bien sûr, ne recevra pas d'élèves, mais sera gardé nuit et jour jusqu'à la semaine prochaine par des militants venus de tout le pays. Ceux qui l'ont construit veulent y voir le symbole des idées qu'ils défendent.
nous n'agressons personne. Vous voyez, nous sommes là en manifestation non violente et pour bien signifier aux Français que c'est nous qui sommes assiégés. C'est cette école qu'on menace de détruire. Cette action mise sur pied par les départements de l'Ouest durera plus longtemps que l'examen du projet de loi qui devrait se terminer cette semaine. Une manière pour ces militants de montrer d'ores et déjà leur détermination. À noter que les parents de l'UNAPEL se réuniront samedi pour discuter de l'organisation éventuelle d'une grande manifestation nationale à Paris. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce dossier scolaire au premier jour du débat à l'Assemblée nationale. Un débat qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Le second titre de ce journal est toujours politique, avec l'élection de Thionville, une élection qui met un peu de baume au cœur de la majorité, puisque le maire communiste sortant, M. Souffrin, qui se présentait sur une liste unique de l'Union de la gauche, Paul Souffrin, a été réélu avec 50,4% des voix dès le premier tour. C'est une surprise dans une région secouée par la crise de la sidérurgie. Cette élection met donc fin à la série d'échecs enregistrés ces 2 derniers mois par le Parti communiste lors d'élections municipales partielles. Dominique Lory nous brosse le portrait de Paul Souffrin, une figure locale très populaire. La liste du docteur Souffrin, Union de la gauche, Thionville d'abord, ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, sont proclamés élus. Paul Souffrin, sénateur-maire communiste de Thionville, est un homme aujourd'hui satisfait. Il a réussi là où beaucoup de ses amis politiques ont échoué, mettre fin dans ces élections partielles à la série d'échecs accumulés par le Parti communiste. Et qui plus est, c'est au cœur même de la Lorraine, là où le gouvernement rencontre le plus de difficultés, que la gauche remporte son premier succès depuis les élections municipales de 83. La victoire est la vôtre. Indiscutablement, le bon docteur, comme on l'appelle ici à Thionville et non seulement à gauche, sait jouer des pronostics. On ne donnait pas cher de la liste de la gauche dans cette région traumatisée par l'annonce du plan acier. Mais il faut croire que l'homme a des atouts. Un communiste bien tranquille peut être plus proche du siège de l'Union de la gauche que des états-majors parisiens. Nous avons été élus sur un travail d'équipe, sur un travail manifestement au service de tous, et l'électorat a largement débordé ce qu'il est convenu d'appeler classiquement la gauche, parce que les gens ont été conscients que nous avions travaillé dans l'intérêt de la ville et dans leur propre intérêt. Je crois que sur le plan acier, nous avons dit les uns les autres ce que nous pensions et nous l'avons condamné. Je crois qu'ils ont également souscrit à notre refus et qu'ils ont apprécié notre façon de nous bagarrer pour le devenir économique de ce secteur. Il est évident que la crise de la sidérurgie n'est pas oubliée ici à Thionville. Mais apparemment, satisfait de la gestion de la municipalité de gauche, du travail de Paul Souffrin, l'électorat ouvrier, le temps d'un scrutin, a mis son amertume dans sa poche. D'autres élections se déroulaient hier. Il y a ballottage à Houille, un ballottage serré entre le RPR et le Parti communiste. L'opposition en revanche l'emporte à Pont-du-Château, où le maire sortant, M. Michel Carteau, l'emporte sous l'étiquette UDF. Enfin, à Damary-Lélis, le maire sortant, le RPR Jean-Claude Mignon, a été très facilement réélu. Le travail a repris dans les usines Citroën de la région parisienne après un moment de confusion. Ce matin, le PDG de Citroën, Jacques Calvet, rencontrait d'ailleurs aujourd'hui le Premier ministre pour discuter, notamment des 2300 suppressions d'emplois encore à venir dans le groupe. Les deux hommes ont par ailleurs très probablement évoqué le problème de la réduction du temps de travail, une réduction qui a été relancée hier par Pierre Mauroy, pour lequel les 35 heures sont un bon outil, mais qu'il convient d'utiliser avec précaution. Ce sera précisément le thème d'un conseil interministériel restreint qui aura lieu vendredi à Matignon. Et il faut bien dire aujourd'hui que la semaine de 35 heures apparaît de plus en plus d'actualité en raison de l'accroissement du chômage enregistré ces derniers mois, Philippe Sassier. Oui, c'est vrai, et pendant encore plusieurs années, la France est confrontée à un problème arithmétique très simple, mais politique majeur. Les jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont beaucoup plus nombreux que ceux qui en partent et on ne crée plus assez, ou on ne crée pas assez d'emplois nouveaux. D'où l'idée, on travaille moins pour augmenter le nombre des travailleurs. La semaine de 39 heures, appliquée depuis 1982, aurait permis de créer ou de sauvegarder environ 70 000 emplois. C'est un chiffre du reste assez controversé. La relation
entre durée du travail et chômage n'est pas toujours facile à faire. La Belgique, par exemple, a fortement baissé cette durée, mais son pourcentage de chômeurs est parmi les plus élevés d'Europe. Au Japon, à l'inverse, on travaille très longtemps, mais le taux officiel de chômage est très bas. En France, plusieurs études viennent de montrer qu'un nouvel abaissement du temps de travail aurait des effets positifs à certaines conditions. Et les entreprises ont été traumatisées en 1982 par la décision d'appliquer de façon générale et sans baisse de salaire la semaine de 39 heures. Actuellement, le patronat est donc très réservé. Il refuse même catégoriquement une nouvelle baisse de la durée du travail et il refuse même d'en discuter. Pour créer des emplois, il réclame plus de souplesse pour embaucher et pour licencier. La réunion syndicat-patronat de lundi prochain pourrait donc être assez houleuse et la réconciliation gouvernement-patronat amorcée depuis plusieurs mois pourrait tourner court. En Allemagne, comme en France, le débat sur les 35 heures pourrait tourner à la partie de bras de fer politique. Après les grandes listes et les moins grandes, voici venu le temps des petites listes pour les élections européennes. Aujourd'hui, c'est Arlette Laguillier qui présentait la sienne pour Lutte ouvrière. Serge Misseret. Arlette, comme l'appellent ses amis, a gardé son dynamisme. Ni l'Europe de la géographie, ni l'Europe des peuples. C'est un assemblage tordu. Mais son public s'est clairsemé, c'était le cas pour la présentation de sa liste. Son programme consiste surtout à rejeter en bloc la gauche et la droite. On voit que la vie des travailleurs s'aggrave tous les jours. Eh bien, nous pensons que les travailleurs ne doivent pas se laisser paralyser par une fausse solidarité avec la gauche et qu'ils doivent lutter contre ce gouvernement, même s'il se dit de gauche, lorsqu'il mène une politique de droite. Vous ne parlez pas beaucoup de l'Europe. Je crois que l'Europe, dans ces élections, de l'Europe, tous les partis s'en fichent, et les électeurs aussi, et qu'en réalité, dans ces élections, chacun va se prononcer sur la politique du gouvernement de gauche ou sur la politique de ses prédécesseurs de droite. Arlette, disent ses amis, tient un langage qui n'a jamais varié, elle croit toujours à la révolution. Et cela, quel que soit le gouvernement en place. L'actualité politique, on la trouve aussi ce soir sur Antenne 2 avec un numéro spécial de l'heure de vérité consacré aux élections européennes. C'est le premier face-à-face politique à la veille de la campagne. Il oppose Simone Veil qui conduit la liste d'union de l'opposition, Madame Veil, la voici, et Lionel Jospin qui conduit celle du Parti socialiste. Un face-à-face assorti de questions qui seront posées par François-Henri de Virieu, Albert Duroy et Alain Duhamel. L'heure de vérité juste après ce journal aux environs de 20h35. Ce soir, exceptionnellement, vous ne pouvez pas appeler SVP puisqu'il s'agit d'un face-à-face. L'Europe toujours avec une réflexion de François Mitterrand dans un entretien accordé à 6 quotidiens régionaux. Pour le chef de l'État, l'Europe a besoin d'un projet politique. On ne peut se contenter aujourd'hui de régler les contentieux et de lancer des politiques nouvelles, précise M. Mitterrand, 2 jours donc avant son intervention devant le Parlement de Strasbourg. Une centaine de personnes s'étaient rassemblées cet après-midi devant l'ambassade d'Union soviétique à Paris. Ils se retrouvaient à l'appel d'organisations humanitaires telles que la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA. Ils entendaient protester contre le sort actuellement réservé aux Sakharov en Union soviétique. Maurice Werther. Ce sont surtout des intellectuels qui ont répondu à l'appel d'organisations comme les cercles André Malraux ou de la Ligue contre le racisme. 150 personnes, ce n'est pas une manifestation de masse. Aussi, la question se pose-t-elle de la nécessité et de l'efficacité de ce genre de démarche. La préoccupation que nous avons tous ceux qui depuis des années suivent maintenant le sort de cette personnalité exceptionnelle qu'est André Sakharov, tout ce que nous lui devons comme preuve de courage, comme témoignage de fidélité à ses idées, mérite vraiment que l'on fasse tout ce que l'on peut, même s'il n'est pas certain que l'efficacité d'une manifestation sympathique des organisations humanitaires, comme celle à laquelle nous sommes venus, ma femme et moi, soit très très grande. À noter que demain matin, à 11h30, le premier secrétaire du Parti socialiste, M. Lionel Jospin, sera reçu par l'ambassadeur du RSS, à qui il remettra une lettre concernant le cas des Sakharov. De l'affaire Sakharov, il en a été certainement question aujourd'hui à Moscou, où le ministre ouest-allemand des Affaires étrangères, M. Genscher, entamait une visite officielle. Il s'est notamment entretenu avec son homologue soviétique, M. Gromyko. De Moscou, Michel Meyer. En Union soviétique, l'heure n'est pas encore à la décrispation. La mise en place des Pershing en Europe de l'Ouest n'a pas encore été digérée.
Démonstrativement, on reste en froid avec les États-Unis. Pas question d'offrir au président Reagan le moindre cadeau, la plus petite courte échelle, avant les élections américaines. Envers les Européens, quelques sourires pourtant. L'Allemand Hans-Dietrich Genscher, vice-chancelier et ministre des Affaires étrangères de Bonn, n'a pas été trop mal reçu. Toujours ce vieil espoir soviétique de découpler l'Europe des États-Unis à travers l'Allemagne fédérale. D'autres espoirs aussi envers Paris. Le couronnement du printemps politique soviétique pourrait par exemple être la visite à Moscou du président français. Ce serait l'illustration que Moscou s'est traité de façon différente, l'Amérique de Reagan d'un côté et les Européens, les Français de l'autre. On sait pourtant ici que ce projet est fragile dans la mesure où il pourrait éventuellement arriver malheur à Sakharov. Sakharov qui, selon les dernières nouvelles recueillies ici à Moscou dans les milieux diplomatiques, se trouve à l'hôpital de Gorky sous perfusion, sous contrôle des services spéciaux soviétiques. Sur le fond, intransigeance soviétique totale. On fera tout pour sauver la vie de Sakharov, mais il est tout à fait exclu qu'il puisse un jour gagner le monde occidental. Sakharov est en effet considéré ici comme le détenteur de secrets militaires, scientifiques, voire historiques. Personne ne pourra jamais autoriser son passage à l'Ouest. Dans le même temps, la presse soviétique attaque très vigoureusement la femme de Sakharov, l'accusant d'exploiter la santé, le corps et la réputation de son mari pour faire de l'antisoviétisme. Le président élu du Salvador, Napoléon Duarte, est à Washington depuis samedi. M. Duarte a rencontré tout à l'heure le président Reagan à la Maison-Blanche. Il doit s'entretenir avec les représentants du Congrès américain qu'il espère convaincre de poursuivre leur aide militaire à son pays. Bernard Benyamin. Si l'on voulait une preuve éclatante de l'influence des États-Unis au Salvador, eh bien c'est chose faite. Élu il y a tout juste 15 jours et avant même de prendre officiellement ses fonctions de président de la République le 1er juin prochain, Napoléon Duarte était aujourd'hui à Washington pour voir Ronald Reagan. Pas question pour lui de prendre ses instructions à la Maison-Blanche. Napoléon Duarte s'est vivement défendu hier de cette interprétation, mais plutôt l'occasion pour les deux hommes de se connaître et surtout d'examiner la situation en Amérique centrale. Un point reste acquis en tout cas, le président du Salvador a répété aujourd'hui qu'il allait constituer dans les semaines qui viennent une commission spéciale chargée d'enquêter sur les milliers de personnes assassinées depuis 5 ans dans son pays. Une tâche qui risque fort de se révéler difficile, sinon impossible. Un rapport d'Amnesty International indique aujourd'hui que sur les 40 000 personnes tuées au Salvador depuis 1979, la majorité l'ont été par les propres forces du gouvernement. Au registre des faits divers, Jean-Marc Biézer court toujours. Les policiers ne sont toujours pas parvenus à retrouver sa trace après le double meurtre de jeudi dans la région d'Annecy. Et puis celui que l'on appelait le japonais cannibale, Issei Sagawa, qui avait tué et en partie dévoré une étudiante hollandaise en juin 81. Cet homme a été transféré à Tokyo où il sera retenu dans un hôpital psychiatrique. À la charnière des faits divers et de la politique, a noté le cambriolage de la permanence de Jacques Chaban-Delmas à Paris. Et puis nous avons appris tout à l'heure que 2 sentinelles avaient été blessés la nuit dernière lors d'une attaque contre un dépôt de munitions à Setzer dans les Pyrénées-Atlantiques. L'opération a été menée par un commando qui a pu s'emparer d'un certain nombre de caisses de munitions. Et j'apprends à l'instant que les auteurs de cette attaque sont 4 appelés du 1er régiment de chasseurs parachutistes du 1er RCP de Pau. C'est ce qu'annonce la gendarmerie de cette ville. Biarritz, capitale de la fibre optique. Depuis ce matin, les habitants de cette ville sont les premiers au monde à disposer d'un réseau câblé de fibre optique. L'inauguration en était faite par François Mitterrand qui, de l'Élysée, a dialogué en direct avec le ministre des PTT, M. Mexando, et cela au moyen d'un visiophone ou plus simplement d'un téléphone à images. Vous le voyez, les interlocuteurs peuvent non seulement se parler, mais aussi se regarder pendant leur conversation. C'est ce que l'on appelle le progrès. Cela, c'est pour la petite histoire. Reste que l'expérience de Biarritz est une véritable première mondiale, même si elle ne concerne pour l'instant qu'une 50aine d'abonnés. Patrick Esther. Ça, c'est des photos de mariage, évidemment, mais pour la communion, c'est le même principe. En voilà un autre. Hein? Allô. Bonjour, monsieur. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour, monsieur. Téléphoner en voyant son interlocuteur. Pour une quarantaine d'habitants de Biarritz, ce concept de science-fiction est déjà une réalité quotidienne. Cela grâce à l'implantation d'un réseau de transmission d'images et de sons réalisé en fibre optique. Une première mondiale, une technique ultra sophistiquée.
Ce n'est plus un courant électrique qui parcourt le câble, mais de la lumière. Un câble en verre à peine plus gros qu'un cheveu. D'ici un an, 1500 familles auront accès au service du câble fibre optique. Des services très divers. 15 programmes de télévision, sans compter une chaîne regroupant sur un même écran toutes les autres, afin de vous aider à choisir votre programme. Des services Hi-Fi également, avec 12 canaux stéréo. De plus, le Visiophone assure toutes les fonctions du Minitel, permettant à cette famille de gérer son compte en banque, de passer des commandes à des grands magasins ou de réserver des places de théâtre. Biarritz, avec son réseau de fibre optique, entre de plein pied dans la communication de l'an 2000. Après la décision du gouvernement de câbler la France entière, l'expérience de Biarritz devient fondamentale. Cette ville laboratoire devrait apporter bien des réponses, tant sur les plans techniques, sociologiques que financiers. L'installation de chacun des 1500 abonnés reviendra à 350 000 francs, une somme considérable. Alors, le visiophone sera-t-il demain aussi accessible que le téléphone? L'industrie livrera-t-elle avec succès la grande bataille des télécommunications de l'an 2000? Ou bien, la fibre optique rejoindra-t-elle le Concorde au cimetière des techniques performantes mais non rentables? Un formidable pari est engagé sur l'avenir. Une autre innovation plus immédiatement accessible, la dernière née de la régie Renault. Ce n'est pas la petite dernière, mais plutôt la grosse dernière, puisqu'il s'agit de la Renault Espace. Ni vraiment camionnette, ni vraiment voiture, c'est un doux mélange des deux qui peut transporter en tout confort 7 passagers. Jean-Claude Renault se sentait bien seul à bord de cet engin. À gauche, le trafic. À droite, la R25. Au centre, l'espace. Malgré les apparences qui vous donnent sa dimension, elle n'est pas à mi-chemin de ces deux aînés. C'est une nouvelle voiture, conçue comme un véhicule de loisirs et née de la collaboration Renault-Matra. Moteur de 2 litres, 9 chevaux fiscaux, 8 litres 7 au 100 en moyenne selon le constructeur et 175 km/h en vitesse de pointe. Les qualités d'une bonne routière donc, mais beaucoup d'autres encore. Elle est plus courte qu'une R18, elle est plus basse qu'un minibus classique. Ce n'est pas un camping-car, mais on peut y vivre tout en roulant. La trouvaille, c'est le plancher, plat, et les 3 rangées de sièges modulables, inclinables, amovibles, pivotants, équipés de tablettes comme ceux des avions. Les 7 sièges rendent aux passagers leur liberté. Mais cette liberté-là se paye 96 000 francs pour la GTS, 108 500 francs pour la TSE. Celle-ci est une TSE, mais avec beaucoup d'options. 2 toits ouvrants, peinture métallisée, 2 sièges supplémentaires à l'arrière qui sont en option, et la radio, ce qui porte son prix à 123 740 francs. Je crois que la clientèle de ce niveau souhaite un minimum d'équipement, et ce minimum se situe déjà à un certain niveau. Nous avons pu vérifier lors de nos études et enquêtes en clientèle qu'il y avait effectivement une cible à un niveau de prix inférieur. Mais je crois justement que ceci devrait assurer un marché d'occasion excellent à cette voiture, dont la durabilité devrait être très bonne, puisqu'elle a certains avantages techniques qui vous sont connus par ailleurs. Avis aux japonaises, l'espace est sur le créneau supérieur. Elle sera disponible à partir du 15 juin. La régie compte en fabriquer 10 000 en un an et lancera en octobre 2 versions turbo-diesel. 2 informations sportives, en bref. Cyclisme d'abord, c'est le Suisse Stéphane Mutter qui a remporté aujourd'hui la 4e étape du Tour d'Italie. Pas de changement au classement général. Laurent Fignon conserve le maillot rose de leader. En basket, 3e match ce soir pour l'équipe de France au tournoi pré-olympique à Bercy. Après avoir battu les Britanniques puis subi leur première défaite face aux Russes, les basketteurs français rencontrent ce soir les Suédois. Le Festival de Cannes maintenant avec le second film français en compétition pour la sélection officielle, un film du réalisateur Jacques Doyon avec en tête de distribution Jane Birkin, son titre La Pirate. Dominique Thiers nous en dit plus. Plaire, être aimé par tous et toujours, c'est le rôle de Jane Birkin dans La Pirate, le film de Jacques Doyon, qu'il a fallu monter rapidement pour être présenté à temps.
Jane y joue l'histoire d'une femme tiraillée entre deux amours, son mari et une autre femme, Marouchka Detmers. Tiens bon, tu restes avec moi malgré moi, je t'en supplie. Tu me pardonneras jamais de t'avoir obligé à le quitter. Regarde-moi, regarde-moi. Je suis pas si généreuse que ça. Chaque jour, tu me reprocherais mon vol et tu seras malheureuse. Mais tout me semble si précieux en toi. Comme mon ami, je t'aime. On a tourné ça en cette semaine avec la volonté formidable d'une équipe de techniciens, premiers résistants, Nuitaine, son équipe, Jean-Pierre, Jean-Claude, le son, tout le monde accroché sur ce bateau. C'est ça qui était excitant aussi. On avait l'impression que c'était un film pirate. Et puis, oui, on a pensé à Cannes, et puis moi j'avais entendu qu'on n'y va pas à Cannes. Alors toute une journée, j'ai pensé, bah merde, alors on n'y va pas à Cannes. Alors toute cette course était pour rien. Et puis sur les actualités, j'ai vu qu'on y allait. Alors c'était très gai. Alors, je trouve que j'ai vraiment beaucoup de chance. Je ne peux plus dire, ah, on me catégorise comme belle gonzesse non intéressante. C'est pas vrai. Alors, est-ce qu'il fallait des années pour ça? Je ne sais pas. Je crois que il y a un temps pour tout. La météo maintenant avec Brigitte Simonetta. Des nuages, des orages, des petites pluies, quelques éclaircies, vous connaissez le schéma, rien ne change, il n'y a pas d'issue de secours. Regardez la photo satellite, la situation n'est pas banale. Une dépression en altitude s'est installée sur la France, jusque-là, rien d'extraordinaire. Le problème, c'est qu'elle est prise en sandwich entre l'anticyclone des Açores et l'anticyclone de Sibérie. Et c'est le serpent qui se mord la queue. L'air chaud remonte d'Espagne, se décale vers l'est, s'en va au nord où il se refroidit et redescend par l'ouest. Il n'arrive pas, cet air instable, à passer les frontières anticycloniques. En fait, c'est un système qui s'auto-alimente. Voyons la carte de demain. Donc nuages et orages du Jura au golfe du Lion et à la Corse. Nuages et pluies intermittentes des Ardennes au bassin parisien et à la Bretagne. Partout ailleurs, de l'Est au centre, au Massif central, à l'Aquitaine et aux Pyrénées, beaucoup de nuages, mais de brèves éclaircies se développeront en cours de journée. Ce système, vous l'avez vu, tourne sur lui-même, si bien que le baromètre et le thermomètre restent stables. De 13 à 16 degrés sur la moitié nord et de 16 à 20 degrés sur la moitié sud. En ce mardi 22 mai, le soleil se lèvera à 6 h, se couchera à 21 h 35 et vive les Émiles. Le dernier journal aux environs de 22 h 55. Demain, vous avez rendez-vous avec Antenne de Midi à 12 h 45 et à 18 h 30 avec C'est la vie qui entame une série qui durera toute la semaine, une série consacrée